bonjour à tous. Vous allez entendre un appel qui a 30 ans d'âge, qui va rappeler certainement des choses à beaucoup d'entre vous. J'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça. S'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Monsieur le Président, cher Claude, on est très heureux de t'accueillir ici, ou on est très heureux que tu nous accueilles ici. On imagine que dans le contexte, la rentrée parlementaire et puis peut-être quelques autres événements, tu as un agenda chargé, mais on savait que tu ne pouvais pas ne pas être là, et on est très heureux et très honoré que tu sois là. Merci. Chère Véronique, cher Olivier, cher Dominique Régnier, cher Gilles, mesdames et messieurs, bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, et que cette journée démarre par la phrase que l'on vient d'entendre. C'est à la fois tout un symbole et c'est aussi la preuve de ce que peuvent être des paroles vis-à-vis de l'histoire. Est-ce qu'il savait, quand il prononçait ces phrases, ce qu'allait provoquer ces mots qu'il avait employés sur une radio un petit matin? Est-ce qu'il pouvait imaginer comment cette petite idée allait être à l'origine de ce formidable élan de générosité? Comment, il y a tout juste 30 ans, un homme a réussi à entraîner avec lui 5000 bénévoles qui sont désormais plus de 70 000. Il y a bien sûr le charisme, le talent, la personnalité, la volonté de Coluche, mais pas seulement, il y a plus que cela. Il y a ce moment de grâce où un homme sait, par des mots très simples, vous venez de les entendre, provoquer chez chacun de nous indignation, révolte et engagement. 30 ans avant Coluche, l'abbé Pierre avait également su toucher un jour d'hiver 54 cette part d'humanité, malgré tout, malgré cette terrible habitude de voir des enfants manger dans les bras de leur maman, malgré la honte de détourner le regard. Mais voilà, on ne peut pas attendre, tel le Messie, qu'un jour un nouveau Coluche, un nouvel abbé Pierre lève le poing et réveille nos consciences. L'engagement de quelques-uns ne peut pas reposer sur la révolte d'un seul homme ou d'une seule femme. Dans un pays qui, légitimement, place la solidarité au cœur de ses priorités et qui a vu, au cours de ces 30 années, le visage de la solidarité se modifier en profondeur, nous devons nous interroger. Comment mieux et encore s'engager contre l'exclusion? Cette question, je me la pose en tant qu'élu local, habitant et passionné de Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune, mais aussi le plus pauvre de France, car ce matin, je m'adresse à vous en tant que représentant d'un territoire où parfois la pauvreté s'hérite de génération en génération. Je m'adresse à vous en sachant combien le visage de la précarité a changé. C'est désormais celui des femmes seules avec enfants, celui de ces millions d'enfants pauvres, celui de nos aînés, que la misère n'épargne pas, celui de ces migrants, de ces Roms, de ces réfugiés qui demandent secours et protection.
Le visage de la misère a changé et avec cette interminable mutation auquel nous assistons et auquel nous participons, on demande toujours plus aux bénévoles. C'est à eux que l'on demande d'agir vite devant l'urgence sociale. Ce sont les militants qui doivent en permanence adapter les réponses devant des malheurs toujours différents et toujours importants. Oui, on demande beaucoup aux bénévoles. Et tout cela ne peut et ne doit se faire comme un travail à la chaîne ou devant un écran d'ordinateur. Même quand la file d'attente s'allonge, même quand quelquefois il y a de l'agressivité dans ces files d'attente, il y a derrière chaque bénéficiaire une femme ou un homme qui attend de l'aide. Être engagé bénévolement, c'est avant tout travailler sur l'humain. C'est une exigence et une lourde responsabilité qui interroge particulièrement en période de changement et de doute. Car la question du sens de l'engagement peut être posée et les pratiques militantes questionnées. Consacrer son temps libre aux plus fragiles, à l'heure où la consommation est quasiment une religion, ce n'est pas anodin. Surtout dans une époque folle où certains dénoncent l'assistanat qui gangrènerait notre société. Et pourtant, malgré tout, la chaîne de solidarité continue de fonctionner. Car il y a toujours ces milliers de personnes qui, à chaque saison des Restos du Cœur, viennent chercher de quoi manger. Elles étaient 70 000 en 1985. Elles sont, hélas, 1 million cette année. Le succès des Restos du Cœur est amer, car il répond à un besoin vital, pourtant non pourvu, dans l'un des pays les plus riches du monde. Être pauvre aujourd'hui, c'est avant tout se priver de ce qu'il y a de plus essentiel, se nourrir. Cette réalité-là est si forte, si présente, si violente que chacun se sent menacé. La crise inquiète, angoisse et, si nous n'y faisons pas attention, disperse. Et pourtant, malgré les crises et les bouleversements en tout genre, nous restons animés par le goût du progrès social. Pas simplement pour nous réjouir d'un modèle social français qui serait meilleur que tous les autres, pas seulement pour répondre à une exigence constitutionnelle selon laquelle en France, je cite, « tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » Non. Non. Le goût du progrès social est constitutif d'une part de notre identité nationale. Aujourd'hui, nous, élus locaux, militants associatifs, citoyens engagés, nous avons la responsabilité collective de faire vivre ces principes d'une république sociale, de refaire la démonstration de leur efficacité et de leur pertinence. Car malgré les inquiétudes, la peur du déclassement et des fins de mois difficiles, l'engagement et le bénévolat prouvent qu'un monde incertain n'est pas un monde sans valeur. Oui, l'engagement des bénévoles répond aujourd'hui à une obligation morale. Quand un enfant sur 5 vit dans la pauvreté, ce sont les fondements d'une République unie qui sont atteints. Il ne peut y avoir cohésion sociale et redressement économique en laissant une partie de la population sur le bord du chemin. La France se redressera si elle est unie, si elle est solidaire et si elle sait mettre à profit les compétences de tous. Car la pauvreté n'est pas un choix personnel. Elle est la conséquence d'un dérèglement collectif que nous devons réparer collectivement. En effet, malgré une réalité sociale parfois difficile, insupportable même, et je viens de le rappeler, je ne suis pas de ceux qui croient au déclin de notre pays. Rappelons ces quelques vérités. La France est la 5e puissance économique mondiale. Nous avons l'une des main-d'œuvre les mieux formées au monde. Les investisseurs et les talents y viennent des 4 coins du monde. Et dès que vous sortez de nos frontières, y compris chez nos voisins les plus proches, ils regardent notre jeunesse pas comme un risque, comme hélas, on le fait trop souvent ici, en essayant de faire, surtout quand on parle des jeunes de banlieue,
le parallèle ou l'agglomération de 3 images pour faire peur, le jeune, le musulman ou le différent, dès que l'on sort de nos frontières, ils nous disent, et croyez-moi, je l'entends régulièrement de la part de nos amis allemands, quelle chance vous avez, vous imaginez ce que représente votre jeunesse, vous imaginez ce que peut représenter pour nous même le défi de savoir les conséquences économiques quand en 2050, vous serez plus nombreux que nous en Allemagne. Nous avons toutes les cartes en main pour lutter contre la pauvreté, pour redonner confiance et espoir à nos concitoyens les plus fragiles. Mais pour cela, il nous appartient de dessiner ensemble notre avenir. Nous devons fuir ceux qui prônent une France fermée et repliée sur elle-même. Opposons-leur une France qui sait que son avenir passe par une République solide et solidaire. Voilà la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui rassemblés. Nous sommes réunis pour rappeler que la promesse républicaine n'a pas de sens si elle ne s'adresse pas à chacun d'entre nous. Nous sommes là pour rappeler que le progrès d'une société ne se mesure pas seulement au regard de ses conquêtes techniques, économiques ou même sociales, il s'évalue à sa capacité ou à sa volonté de faire partager ses conquêtes par tous. Je vous le dis ici, à l'Assemblée nationale, cœur battant de la démocratie, c'est notre responsabilité de faire que tous les pays qui regardent la France en dehors de ses résultats économiques comme un phare qui éclaire régulièrement ces mots de liberté, égalité, fraternité, puissent dire ce ne sont pas ces mots qui étaient simplement prononcés par nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Nous avons la responsabilité de les astiquer tous les matins pour qu'ils brillent et qu'ils soient ces mots magnifiques qui permettent de vivre ensemble. Merci et bonne journée de travail. Je vous abandonne, il paraît, et je retrouve quelques-uns d'entre vous à la mi-journée. Non, ne pleurez pas. Oui, le président Claude Barthelone, et nous le remercions encore ici, nous accueille à l'Assemblée nationale, nous, c'est-à-dire la Fondation Jean Jaurès, les Restos du Cœur et la Fondapol. Puisque c'est, comme vous le savez maintenant, le 30e anniversaire de cet appel qui devait énormément ébranler tous ceux qui l'ont entendu. La veille de ce 26 septembre, Michel s'est marié avec Thierry Leluron. Et le lendemain, dans l'énorme revue de presse qui couvrait cet événement, ce canular ahurissant, tout d'un coup, il lance cet appel. Et aussitôt, c'est une déferlante d'appels de tous ordres, que ce soit de la part des auditeurs, des artistes, des politiques, des sportifs, etc., etc., à tel point qu'il se sent l'obligation de demander conseil au ministre de l'Agriculture de l'époque. Il s'avère que nous nous étions connus en tant que voisins d'immeubles dans les années 75-76, c'est vous, Henri Nallet, parce que Michel d'emblée avait l'intention de faire une action d'envergure. Et il lui demande de lui présenter des personnes de confiance, compétentes, qui sachent acheter et gérer des tonnes de denrées. Et ce sont alors 3 anciens de l'agroalimentaire, 3 grands patrons, qui viennent au resto. Il s'agit de Francis Bourg, de Paul Houdard, de Jacques Mariette, qui vont mettre tout leur savoir-faire au service de ce clown, ce qui n'a pas toujours été simple au début, mais l'intelligence du cœur et le respect mutuel du savoir-faire a rapidement pris le pas et c'est devenu une entente très très cordiale et très efficace. Donc, la première campagne a permis de recevoir, au resto de recevoir 70 000 personnes et de leur proposer, de leur offrir 8,5 millions de repas. Pendant les seuls 3 mois de cette campagne, l'unique campagne qu'ait faite Michel, il s'aperçoit d'injustices qui le choquent. D'une part, les donateurs, les plus petits donateurs, qui sont à la fois les plus généreux au regard de leurs ressources et les plus nombreux, n'ont aucun avantage fiscal, contrairement aux plus fortunés qui, eux, ont toute une panoplie de déductions. Et d'autre part, les frigos de l'Europe, qui étaient créés pour réguler le cours des denrées,
ont donné lieu à une aberration telle que les surplus, finalement, terminent souvent vendus à des armées étrangères, tandis que des personnes en France n'ont rien pour vivre et n'en bénéficient évidemment pas. Et puis, un sale 19 juin a laissé penser à tous ceux qui voyaient enfin l'espoir à l'horizon que leur ciel s'effondrait. Mais l'histoire a continué. Les combats entrepris ont trouvé d'autres énergies. Jean-Jacques Goldman nous a fait savoir qu'il était toujours des nôtres. Henri Nallet a mené une âpre bataille pour faire ouvrir les frigos. Ils se sont ouverts en 1987 sous le titre de PEAD, Plan européen d'aide aux plus démunis. Pour vous, cher Henri, vous avez rang de Grand Croix de la Légion du Cœur. Sous l'impulsion de Michel Charasse, ministre du Budget, la loi fiscale est votée à l'unanimité. C'est en fait l'article 238 bis du Code fiscal, mieux connu sous le terme loi Coluche. Et c'est en 1988. Après avoir structuré l'association, lui avoir donné les moyens de sa survie avec la création de la charte des bénévoles en 6 points, les contrats d'agrément avec les associations départementales, Francis Bourg parvient enfin à faire admettre que l'aide à l'insertion est la seule façon de sortir durablement de cette mauvaise passe ceux qui fréquentent les restos. Tous les présidents de la République, de François Mitterrand, puis Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy jusqu'à François Hollande, ont apporté leur aide à notre association. Les bénévoles, anciens ou plus jeunes, sont aujourd'hui près de 70 000. Des centaines de milliers de personnes accueillies par les Restos du Cœur depuis le début ont désormais un logement, un travail, une autonomie, un avenir. Les artistes réunis en concert des Enfoirés se retrouvent fidèlement chaque année sous la houlette de Jean-Jacques Goldman et fournissent ainsi d'énormes ressources au resto. Tout ceci est le fruit de l'esprit d'un clown. Seulement le clown avait un cœur et on ne voyait que son nez, dira Frédéric Dard. Merci. Alors, Véronique vient de rappeler ce qu'a été les premières années des restos, quand Coluche a mis en œuvre sa petite idée, avec l'impulsion formidable qu'elle vient de décrire. Cette impulsion, nous la ressentons toujours, 30 ans plus tard. Déjà, nous la ressentons dans les valeurs défendues par l'association. Et ces valeurs sont restées fondamentalement les mêmes. Indépendance vis-à-vis du politique, du religieux, du syndical ou toute autre forme de groupe de pression. Et cette indépendance qui garantit la neutralité des restos, elle a une autre importance. Elle a l'importance aussi de garantir aux personnes accueillies par les restos qu'elles le seront de façon inconditionnelle, qu'elles le seront donc sans qu'on leur demande quoi que ce soit en échange. Et ça crée effectivement le climat de confiance qui fait que ces personnes viennent au resto alors qu'elles ne vont pratiquement pas dans les autres structures, pour un certain nombre d'entre elles, bien sûr. Mais il y a d'autres valeurs que les restos défendent. La primauté du bénévolat, la volonté de consacrer l'essentiel de nos ressources aux missions sociales et le moins possible dans les frais généraux. La gratuité, l'action qui prime sur l'interpellation, puisqu'on commence au moins toujours par agir concrètement avant éventuellement de nous associer à certains combats, mais fort des expériences de terrain que nous pouvons mener. Donc toutes ces valeurs de solidarité et de fraternité, elles sont toujours au cœur de l'engagement des restos 30 ans plus tard. L'impulsion de Coluche, on la ressent aussi toujours au resto, mais aussi dans les autres associations françaises, voire dans d'autres structures européennes. C'est un catalyseur de générosité. Donc, Véronique a cité la loi Coluche, mais il faut savoir que cette loi Coluche, elle irrigue financièrement la quasi-totalité des associations françaises aujourd'hui, dont bien sûr les restos. Elle a également cité l'ouverture des frigos de l'Europe
Ce n'est plus le PEAD, c'est le FEAD, on en parlera sans doute un peu dans la journée, mais au-delà de cette petite idée, il y a maintenant 18 millions d'Européens qui sont nourris grâce à ce programme. 18 millions d'Européens dans une vingtaine d'États. Mais on pourrait aussi parler de la mobilisation des artistes, bien sûr pour les restos, mais pour d'autres causes, de celle des entreprises. Le mécénat n'est plus 30 ans après ce qu'il était en 1985. De l'ouverture aux dons agricoles, désormais les agriculteurs peuvent aussi démontrer leur générosité. Pour les restos, plus de 7,5 millions de litres de lait donnés l'an dernier grâce à cette extension de la loi Coluche. La lutte contre le gaspillage, on a entendu le texte tout à l'heure. Coluche était un précurseur. Il y a 30 ans, il ne disait rien d'autre que ce que nous venons d'entendre depuis quelques semaines ou quelques mois. Et le bénévolat. La stimulation du bénévolat. Donc on voit bien que toutes ces catalyseurs de générosité permet aujourd'hui d'animer l'essentiel du monde des structures humanitaires en France. Alors, un bilan des 30 ans, on va le faire tout au long de la journée. C'est toujours un peu brut le bilan chiffré. Même si c'est un petit peu brut, il faut quand même rappeler les chiffres que le président Barthelone a cités tout à l'heure. Pratiquement 1 million de personnes accueillies pour les 70 000 de la première année. Près de 130 millions de repas pour 8,5 millions la première année. Près de 70 000 bénévoles pour 5 000 la première année. 2111 implantations partout en France, ce qui fait que les restos sont proches des personnes à aider, parce qu'on ne peut pas être efficace si on n'est pas au sein des quartiers, au sein des villages où il y a de l'exclusion. Et puis, et on en parle moins, ce sont aussi 101 chantiers d'insertion avec presque 2000 contrats aidés qui les fréquentent, et pratiquement 1 sur 2 qui arrive à se trouver une sortie dynamique. C'est du soutien à la recherche d'emploi, plusieurs milliers de soutiens à la recherche d'emploi par an, de l'aide au logement. C'est presque 2000 personnes directement logées par les restos, dont les 3/4 arrivent à trouver un logement durable. Ce sont plus de 5000 départs en vacances pour des familles qui en seraient privées sans l'aide des restos. C'est de l'accès à la justice, de l'accès au droit, du microcrédit, du conseil en gestion budgétaire, de l'accompagnement scolaire, de la lutte contre l'illettrisme, puis toute une kyrielle d'actions de prévention dans le domaine de la santé. Ce sont énormément de contacts au quotidien qui vraiment font un travail d'inclusion sociale efficace, qui touche des populations qui parfois refusent d'être en contact avec les services sociaux. Pas la totalité des personnes aidées par les restos, mais une partie. Parce qu'il y a la plus-value, je dirais, humaine, fraternelle, de l'accueil par des bénévoles, qui lève un certain nombre de freins. C'est vraiment ce que je qualifierais un investissement social, pas une dépense sociale. Parce que cet investissement social, il coûte finalement à la collectivité 6 fois moins cher que si elle devait déployer les mêmes actions sur le terrain. Alors ces 30 ans, c'est aussi l'occasion de sensibiliser l'opinion, mais ça fait 30 ans que les Restos du Cœur sensibilisent l'opinion et participent à ce réveil des confiances que Coluche a initié avec d'abord sa petite idée sur l'antenne d'Europe 1 et puis tout ce qu'il a fait dans les mois qui ont suivi. Et puis ça nous permet depuis 30 ans de témoigner concrètement des actions que les bénévoles rencontrent sur le terrain au quotidien, sans idéologie, discours ou baratin. Merci. Bien, bonjour, Dominique Régnier, donc je suis le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, qui est une fondation qui se définit comme libérale, progressiste et européenne, et qui se retrouve aujourd'hui très heureuse d'être associée à cette journée de réflexion. On a beaucoup travaillé ensemble avec la Fondation Jean Jaurès et les Restos du Cœur pour préparer cette journée. On l'a fait très sérieusement et à chaque fois, on a eu le sentiment qu'il y avait des raisons multiples, parfois différentes, mais toujours complémentaires,
de se reconnaître dans une même cause et de la soutenir. Je voudrais vous dire en quelques mots rapides, puisque nous devions terminer strictement à 10 heures avant de passer aux tables rondes, quelques mots rapides, donc ce sera un peu compliqué pour la suite, je le pressens. En quelques mots rapides, les raisons pour lesquelles la Fondation pour l'innovation politique se retrouve aisément dans cette journée. Tout à l'heure, quand on a écouté l'appel de Coluche, j'étais très frappé par ça, moi. Il y a une espèce de netteté. Rien n'a altéré cet appel. Il a la même puissance qu'à l'origine, et en particulier sa puissance de surgissement. Je suis admiratif de cette façon que peut avoir un individu, Coluche, dans une société donnée, à un moment donné, de dire quelque chose. Ça part de lui, de cet homme-là, ça surgit, et ça emplit la société. Cette espèce d'énigme qui fait que quelqu'un, à un moment donné, face à un défi qui nous est commun, eh bien, décide d'agir, émet une idée dont la puissance, tout d'un coup, se révèle avec une très grande force. Cette figure de la spontanéité, de l'initiative, qui est un révélateur, à mes yeux en tout cas, de la puissance que recèle notre société. Et il faut dire ici un mot qui me paraît important sur le fait qu'on a bien entendu Coluche, et c'était sur Europe 1. Et puis ensuite, pour les Restos du Cœur, il y a des grands partenaires médiatiques qui sont notamment RTL et TF1. Je veux dire par là qu'il y a tout un monde qui, avec la capacité que l'on peut mobiliser quand on est un grand média, de donner de l'écho à cet appel, vient en appui aussitôt, en tout cas assez rapidement, et donne à cette espèce d'appel initial qui part de l'individu, et de sa préoccupation intense, eh bien, donne la figure d'une véritable communauté. C'est un appel individuel, et puis il y a un mouvement collectif, il s'organise, il prend corps. Les bénévoles dont nous avons parlé, dont nous reparlerons beaucoup aujourd'hui, évidemment, en forment une espèce de troupe joyeuse, appliquée, laborieuse aussi, qui travaille beaucoup, mais ça prend corps autour de cette idée initiale qui a été d'abord énoncée. Et je vois là-dedans, moi, cette espèce au fond, de portrait très contrasté de notre communauté, une grande fragilité, parce qu'il y a au sein de la société française, comme d'autres, de très profondes inégalités, parce qu'il y a une crise qui la sépare d'elle-même de façon très grave et très profonde, et sur de nombreux sujets, évidemment, nous le savons bien. Mais il y a aussi, et c'est notre aspect lumineux, positif, cette espèce de puissance du corps social, sa capacité qu'il recèle, c'est en nous, ça, hein, de dire, voilà, il faut faire quelque chose, on doit faire quelque chose, et après avoir éprouvé le besoin de s'exprimer ainsi, comme l'a fait Coluche, de lancer un mouvement, et bien de ne pas se retrouver seul, au fond, puisque le caractère merveilleux de cette histoire, elle est que Coluche a été suivi par des millions et des millions de personnes à travers celles et ceux qui sont devenus bénévoles, qui ont donné, et qui ont été, bien sûr, concernés par les Restos du Cœur. Cette association entre la puissance et la fragilité de notre société me paraît importante, et je dirais que quand on parle de la loi Coluche, cher Henri, et de ce travail qu'ont fait les politiques comme toi, qu'il a beaucoup fait, pour que cet appel prenne une forme politique durable, s'inscrive dans la capacité qu'a le corps politique à produire des règles, on a un très bel exemple. Il n'y en a pas beaucoup. On a un très bel exemple d'une complicité, d'une compréhension entre le corps social et le corps politique. Et au fond, d'une certaine manière, ici, je trouve que la représentation a fait particulièrement bien son travail, qui était de donner à la société la règle qu'elle voulait pour avoir le sentiment d'être plus conforme à ses principes et à ses valeurs. Voilà. Et puis je voudrais simplement terminer en disant que c'est ici, pour la fondation dont j'ai la charge, je ne m'exprimerai pas, Gilles va parler pour sa fondation, Gilles Finkelstein, pour la Fondation Jean Jaurès, mais pour la Fondation pour l'innovation politique, puisque notre travail, notre but est de réfléchir pour l'action, eh bien, nous plaçons cette journée sous le signe de la réflexion et du témoignage pour inspirer le débat public, à notre tour, modestement, et si possible, inspirer l'action publique. Merci beaucoup. Bonjour. Vous l'avez donc compris, je suis Gilles Finkelstein et je suis le directeur général de l'autre fondation, la Fondation Jean Jaurès. Je cherche simplement
à savoir pourquoi il y a tant de femmes et tant d'hommes dans la salle aujourd'hui. Si c'est une fête, moi, cela me plaît. Si c'est une cérémonie, c'est déjà plus ennuyeux, mais je veux bien. Si c'est un rite, cela se gâte. Si c'est avec le sentiment que nous sommes le petit nombre de beaucoup, alors cela en vaut la peine. Ces propos ne sont pas de moi. Ils sont, certains les ont reconnus, de François Mitterrand, dans son discours du congrès d'Épinay, il y a un peu plus de 40 ans. Je suis heureux de les citer parce qu'il s'agit de François Mitterrand et chacun connaît les liens qu'il a noués avec les Restos et avec Coluche. Mais aussi parce qu'ils illustrent l'état d'esprit qui est le nôtre, à la fois fier de ce qui a été fait, mais tourné vers l'avenir, en utilisant la réflexion au service de l'action. Nous nous sommes associés à cette rencontre parce que c'était pour nous une évidence, et Véronique a rappelé le rôle qu'avait joué le président de la Fondation, Henri Nallet, à l'origine des Restos. Mais aussi parce que c'était ailleurs de moins en moins une évidence. Les Français sont et restent un peuple généreux, mais en quelques années, nous avons assisté, et de manière spectaculaire, à une progression de l'idée d'assistanat, un recul de l'idée de solidarité. Une générosité privée qui se double d'un repli public. Et donc nous, qui, avec le nom de Jaurès, portons des valeurs d'égalité, de solidarité, d'émancipation, nous qui sommes une fondation dont la mission est d'être un carrefour entre les mondes politiques, intellectuels, associatifs, nous sommes heureux de votre présence à ces débats, tout simplement pour que l'évidence redevienne une évidence. Merci.